Merci de votre fidélité à la télévision Futur Média. Soir d'info, la suite avec nous ce soir, Maître Mame Adama Gueye. Bonsoir. Bonsoir, Chérif. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Heureux de vous recevoir. Plus de 6 décennies après l'indépendance du Sénégal, jamais une présidentielle n'a suscité autant d'intérêt et de controverses. Beaucoup de controverses et de querelles politico-judiciaires. Jamais une présidentielle n'a nourri autant de perplexité et de suspicion. Jamais un scrutin n'a été si attendu parce que singulière, une élection redoutée et incertaine car les cartes sont encore brouillées à quelques heures du démarrage officiel de la campagne électorale. Son dossier invalidé par le Conseil constitutionnel, Karim Wade sonne la révolte. Le PDS demande le report à J-24 de la présidentielle. 120 députés ont voté hier la mise en place d'une commission parlementaire, d'une commission d'enquête parlementaire portant sur le processus électoral. Maître Mame Adama Gueye, quelle est votre appréciation de cette situation qui rajoute de l'inédit à un scrutin déjà inédit? Je trouve que c'est surdimensionné. C'est très surdimensionné et j'ai même l'impression qu'on est tous piégés par... PDS a réussi un gros coup médiatique, je dirais. Ah. Cette affaire n'a pas de substance. Mais du point de vue médiatique, évidemment, après, c'est des choses comme ça qui les intéressent. On a surmédiatisé, surdimensionné quelque chose qui n'est pas si énorme. Mais si j'en comprends bien, donc il n'y a pas d'affaire en fait. Pour moi, c'est pas si compliqué que ça. Oui. Parce que, pourquoi? Expliquez-nous. Parce qu'il faut... En réalité, pour moi, c'est une manœuvre politique opportuniste. Parce que le PDS avait objectivement intérêt à le soulever. Et c'est aussi le révélateur de graves dissensions dans le parti, dans Benno Bokk Yakaar, par rapport au candidat qui est choisi. Oui. Et à une convergence d'intérêts qui a fait que cette affaire est passée comme une lettre à la poste avec un système fast-track. Parce que combien de fois on a demandé des commissions d'enquête pour des questions sérieuses qui touchent l'intérêt général, l'intérêt du pays. L'Assemblée n'a jamais répondu. Pour une affaire purement politicienne, liée à une convergence d'intérêts entre le PDS et une partie de Benno Bokk Yakaar, on nous met du fast-track et on nous fabrique. On est en train de nous fabriquer une crise institutionnelle de toutes pièces, artificielle. Parce que, en fait, il faut revenir au début. De quoi s'agit-il? Oui. C'est pas compliqué. Il faut aller à la chronologie des choses. Une candidature déposée par Karim Wade. La loi dit que pour être candidat, il faut déposer telle pièce, dont une déclaration sur l'honneur disant qu'on est exclusivement sénégalais. Il l'a fait. Oui. Il est passé. La loi dit aussi que les candidats ont la possibilité de faire un recours sur la liste des candidats. Un candidat, en l'occurrence Thierno Alassane Sall, dépose un recours conformément à la loi. Et je trouve qu'on lui fait un très mauvais procès. Et c'est injuste, surtout de la part de partis de l'opposition qui aussi, de manière très opportuniste, pour faire un clin d'œil à l'électorat du PDS, se mettent maintenant à s'attaquer injustement à Alassane Sall qui a fait qu'exercer un droit que lui reconnaît la loi. Il l'exerce. Le Conseil constitutionnel se saisit de cette question, analyse la situation, rend une décision. Et c'est très important d'aller au fond des choses. Parce que le Conseil constitutionnel a argumenté. Je vais vous dire la motivation. C'est très important. Le Conseil constitutionnel dit ceci. Considérant que lors du dépôt au greffe du Conseil constitutionnel de sa déclaration de candidature... Vous pouvez juste baisser l'appareil pour éviter l'interférence. Oui, allez-y. Considérant que lors du dépôt au greffe du Conseil constitutionnel de sa déclaration de candidature le 22 décembre, Karim Wade a joint à son dossier, entre autres, une déclaration sur l'honneur datée et signée de sa main le 21 décembre 2023, selon laquelle il a exclusivement la nationalité sénégalaise. Tout à fait. Considérant que l'attestation par laquelle le consul près de l'ambassade de France à Doha reproduit une déclaration de Karim Wade n'est pas de nature à établir la perte par ce dernier de la nationalité française. Considérant que l'article 23.4 du Code civil français prévoit que perd la nationalité française, le français même mineur qui ayant une nationalité étrangère est autorisé sur sa demande par le gouvernement français à perdre la qualité de français. Cette autorisation est accordée par décret que l'article 27 du même code ajoute que le décret portant autorisation de perte de nationalité française
perte ou d'échéance de cette nationalité sont pris et publiés dans les formes décrites par décret. Considérant que le décret produit par Karim Wade prouve que ce dernier a perdu la nationalité française à compter du 16 janvier 2024, publié le 17 janvier 2024, que si de ce fait sa double nationalité cause potentielle d'irrecevabilité a cessé, à compter de cette date, il reste que sa candidature a été déclarée recevable sur la foi d'une déclaration sur l'honneur inexacte. Que dès lors, au moment de cette déclaration datée du 21 décembre 2023, le candidat n'avait pas la nationalité sénégalaise exclusivement. Qu'il ressort des termes de l'article 27, en effet, que les effets du décret consacrant la perte d'allégeance de Karim Meïssa Wade à l'écart de la France ne sont pas rétroactifs. Que la requête de Thierno Alassane Sall étant fondée, la candidature de Karim Meïssa est irrecevable. C'est très bien argumenté. Pour vous, c'est clair comme l'eau de roche. On parle de droit. Mais seulement, lui, il a fait sa demande depuis le mois d'octobre. On parle de droit. La demande, c'est une chose. La loi française dit qu'on perd la nationalité lorsqu'un décret vous déchargeant de l'allégeance est pris et publié. Alors que le décret date du 17 janvier. Ce qui veut dire qu'au moment où il déposait sa candidature au mois de décembre, il a fait un faux intellectuel. Parce que le contenu de sa déclaration sur l'honneur est faux. Et c'est la base sur laquelle le Conseil constitutionnel a déclaré sa candidature irrecevable. Donc voilà le droit. Alors, on fait un énorme procès au Conseil constitutionnel sur cette base. En disant... C'est injuste pour vous. Je vais vous le prouver. Pourquoi? Très simple. On vise deux membres du Conseil constitutionnel. Cheikh Tidiane Coulibaly, Cheikh Ndiaye. Absolument. Ces deux membres n'étaient-ils pas dans la composition du Conseil qui avait déclaré recevable la candidature de Karim Wade la première fois? Sur la première liste. Tout à fait. Alors, où était le conflit d'intérêts à ce moment? Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Mais rien ne s'est passé entre-temps. On parle de conflit d'intérêts lié à une parenté de ces deux personnes avec certains candidats. Ce soi-disant lien... Et de supposer que cas de corruption. Mais commençons par... Il y a ça d'abord. Le conflit d'intérêts. Mais il existe. À supposer qu'il y ait un conflit d'intérêts. Mais c'était le cas lorsque la première liste a été publiée. Donc c'est faire un faux procès. D'accord. Et en plus, deux hauts magistrats. Cheikh Tidiane Coulibaly, je vais dire un mot sur lui. Je le connais depuis plus de 40 ans. On a pratiquement fait notre carrière ensemble. C'est le seul magistrat que je connais avec Modi Koumbaba, qui avant la décision du président du tribunal d'instance de Ziguinchor et de Dakar, c'était les deux seuls magistrats que j'ai vu prendre des décisions contraires à ce que voulait l'État. C'est un magistrat intègre et compétent. Vous ne doutez pas de sa probité? Mais absolument pas. C'est une affaire montée de toutes pièces. Alors, mais seulement l'affaire... Bon, il n'y a pas d'affaire, mais ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est j'ai envie de dire, l'attestation qui circule sur Internet, attestant, si vous me permettez la répétition, de la nationalité française, en tout cas de l'inscription sur les listes électorales françaises de la candidate Rose Wardini. C'est tout à fait, ça établit qu'elle a la nationalité française. Absolument. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas deux poids, deux mesures? Non, il n'y a pas deux poids, deux mesures. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu un candidat qui a attaqué le cas de Rose Wardini. La loi est claire. La loi dit vous faites une déclaration sur l'honneur. Une déclaration sur l'honneur, ça veut dire que vous faites votre déclaration vous-même. Vous n'avez pas besoin de l'étayer par des pièces. Mais en disant qu'elle est exclusivement, puisque c'est ça. Mais elle a fait sa déclaration sur l'honneur. C'est une fausse. Aujourd'hui, a posteriori, c'est une fausse déclaration. Laisse penser que c'est une fausse déclaration. C'est ça le problème. Mais la décision de la Cour constitutionnelle et du Conseil est déjà intervenue. Mais qu'est-ce qu'il faut faire à partir de ce moment? Si aujourd'hui, Madame Rose Wardini est élue présidente, ce qui veut dire qu'on va élire une présidente qui est en porte-à-faux avec la loi du Sénégal. Mais l'état de droit, c'est ça. L'article 92, la Constitution dit que les décisions du Conseil constitutionnel ne sont pas susceptibles de recours, sont opposables à toutes les autorités. C'est ça. On est obligé de faire avec ça. C'est un cas d'école, c'est une jurisprudence. C'est un cas d'école, mais ça peut arriver parce que c'est le principe de la déclaration sur l'honneur. Vous n'avez pas besoin de l'étayer. La déclaration sur l'honneur peut être combattue, peut être battue en brèche a posteriori, comme cela a été le cas de Karim Wade. Mais aujourd'hui, si personne n'a attaqué le cas de Mme Wardini, et qu'à posteriori, qu'on se rend compte qu'elle a la nationalité française, la décision elle est déjà rendue. Et on parle d'autres candidats. C'est ça aussi qui est problématique. Il paraît que d'autres candidats ont aussi la double nationalité. Mais ça n'enlève rien au fait que c'est la loi et il faut l'appliquer.
Moi, je trouve que c'est une excellente loi. On ne peut pas avoir deux allégeances et vouloir être président de la République de notre pays. Bien sûr. Même si on découvre derrière, a posteriori, comme vous dites, que X ou Y est aussi américaine ou irlandaise. Quelqu'un qui fait une déclaration sur le net, disant qu'il est exclusivement de nationalité sénégalaise, il se révèle a posteriori qu'il a une autre nationalité, il n'a aucune légitimité pour nous présider. Et à mon avis, si par extraordinaire il devait se faire élire, il ne pourrait pas être président du Sénégal. Mais c'est ça le problème. Non, mais ça peut se régler après. Mais maintenant, la question, elle n'a aucune légitimité. D'accord. Elle n'a aucune légitimité de ce point de vue. Si je comprends bien, ce n'est nullement un motif de report de l'élection. Mais le report, encore parlons de droit. Oui. Ça nous amène à la question de la commission d'enquête. Un report d'élection est réglé par la loi. Il n'y a qu'un cas qui est prévu. C'est lorsqu'il y a un décès d'un candidat. On est obligé de respecter la loi. Et les gens doivent être cohérents. On ne peut pas demander une commission d'enquête conformément à la loi et demander un report des élections sans base légale. Il faut être cohérent. Il faut être cohérent. Oui. Aujourd'hui... Et si les faits de corruption sont établis? Même si les faits de corruption sont établis, ce n'est pas un motif de report. Ah bon? Non, ce n'est pas un motif de report. Encore une fois, l'article 92 de la loi organique. Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucune voie de recours. Aujourd'hui, voilà, écoutez, il suffit simplement de faire une analyse. J'ai amené avec moi, j'ai pris le texte de la demande de constitution de commission d'enquête. Oui. Quand vous lisez la demande, il y a des arguments qui laissent penser que ce qu'espère le PDS, ce que veut le PDS, c'est que le président use de ses pouvoirs exceptionnels. Oui. Parce que quand vous regardez une des motivations, qu'est-ce qu'ils disent? Cette situation, au-delà de constituer une entorse grave au processus électoral et de nature à écorner gravement l'image de notre pays, à mettre en danger la nation, la démocratie sénégalaise, l'intégrité des élections, source d'une instabilité politique institutionnelle de nature à compromettre le fonctionnement régulier des institutions et de caractériser une menace grave et imminente sur nos institutions. Allons à l'article 52. Ils veulent inciter le président à prendre l'article 52. Mais ils utilisent les mêmes termes que l'article 52. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut regarder l'article 52, parce que l'article 52 dit lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité du territoire ou l'exécution des engagements nationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate, les mêmes termes, et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ou des institutions interrompus, le président de la République dispose de pouvoirs exceptionnels. Et que clairement, on est loin de tout ça pour vous. Bien entendu. Voilà où sont les institutions bloquées. Regardons les choses froidement. Oui. Le texte parle clairement, pose des conditions. Ces deux conditions qui sont très claires. Intégrité du territoire, exécution des engagements internationaux menacés de manière grave et immédiate. Oui, mais si les institutions... et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ou des institutions est interrompu. Oui. En quoi, aujourd'hui, le fonctionnement... Mais quand on observe l'opposition du Parlement, donc du législatif, au judiciaire globalement, parce qu'on a vu les députés au pupitre de l'Assemblée nationale s'attaquer vigoureusement aux magistrats et aux membres du Conseil constitutionnel. Ça, c'est quand même grave. En quoi? C'est grave. Oui. C'est très grave, c'est inadmissible. Mais en quoi le fonctionnement des institutions est interrompu? L'exécutif fonctionne, l'Assemblée vote ses lois, la justice rend ses décisions. En quoi les institutions, la fonction des institutions est interrompue? Mais si les travaux de la commission d'enquête parlementaire suivent leur cours, on peut aller vers ce blocage, puisque apparemment les 9 membres de la commission veulent entendre tout le monde, y compris les juges de ce moment. Je vous dirais alors, même s'ils les entendent, à supposer qu'ils les entendent, à supposer que tout soit corroboré, il faut revenir à la fonction de la commission d'enquête. Une commission d'enquête est une commission dont la vocation, c'est l'article 48, tout à fait, est d'enquêter, d'informer l'Assemblée, avec un rapport secret. Oui, à remettre au président du Parlement. Terminé. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Oui. Regardons les choses froidement, ça s'arrête là. Même si aujourd'hui, malgré le fast-track,
Oui. s'ils vont très vite, s'ils entendent tout le monde, s'ils font leur rapport, ils le déposent à l'Assemblée nationale, et après? Mais quel est l'objectif? Parce que si je comprends bien, tout cela, c'est une résultante de l'entente implicite entre le PDS et en tout cas le parti au pouvoir. C'est un objectif politique, je vous l'ai dit au début. Oui. Et on veut nous créer artificiellement une crise institutionnelle. Il n'y a pas de crise institutionnelle. On veut la créer artificiellement. À quelle fin? À quelle fin? À quelle fin? Mais ils l'ont dit, parce qu'ils l'ont dit hier, les députés du PDS qui interviennent, ont dit on veut le report des élections. Oui. Il n'y a aucun moyen d'obtenir par des voies légales le report des élections. Parce que c'est une démocratie à l'amiable. Mais ça ne peut pas être une démocratie à l'amiable. On doit fonctionner sur la base de nos textes. Il n'y a aucun texte qui permet aujourd'hui de reporter les élections comme le veulent les députés du PDS et certains députés de Benno Bokk Yakaar. De Benno Bokk Yakaar. C'est impossible. Oui. Soit on applique la loi, soit on fait autre chose. Aujourd'hui, c'est très grave, sur des bases fallacieuses et sans aucune base légale, de vouloir demander le report des élections. Oui. C'est une manœuvre purement politicienne. On veut faire passer une affaire particulière d'intérêt politique comme une affaire d'intérêt général. Les Sénégalais, tout le monde le sait, veulent qu'on aille aux élections. Oui. La majorité des composants de la classe politique veulent qu'on aille aux élections. Oui. Un groupe qui a représenté 450 000 électeurs aux dernières élections législatives, c'est-à-dire 7% des électeurs inscrits, 2,5% de la population sénégalaise dit qu'il faut reporter les élections parce que leur candidat n'est pas candidat. Au nom de quoi? Il faut qu'on se respecte. Ils ont leur droit de demander une commission d'enquête. Ils ont le droit de vouloir que leur candidat participe. Oui. Ils ont le droit d'exprimer qu'ils veulent le report des élections parce qu'on est en démocratie. Ils n'ont pas le droit de nous dire que les élections ne se dérouleront Oui, mais pas seulement sans faire ils ont manifestement l'onction de la majorité. Mais ça, c'est leur problème. C'est une affaire de politique politicienne. Oui. Cette élection, ce n'est pas l'affaire des politiciens seulement. C'est l'affaire des citoyens, des 18 millions de Sénégalais. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Ce n'est pas parce qu'on nous agite une tempête dans un verre d'eau à l'Assemblée nationale. C'est vraiment une tempête dans un verre d'eau. Mais c'est une tempête dans un verre d'eau à l'Assemblée nationale. Oui. Et on veut faire passer une affaire d'intérêt politique particulier, d'intérêt, je vais même dire politicien particulier, comme une affaire d'intérêt général. L'intérêt général du Sénégal n'est pas en jeu, je suis désolé. Oui. Même si rien n'est parfait, la moins mauvaise solution, c'est d'aller à l'élection. Rien n'est parfait parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le processus électoral, sur le parrainage. Mais la moins mauvaise solution, c'est d'aller à l'élection. Oui. Vouloir reporter les élections, surtout sans aucune base légale, mais c'est très dangereux. C'est incompréhensible. C'est incompréhensible et inacceptable dans un état de droit. Mais sommes-nous en train, justement, si on élargit Maître Mamadou Gueye, de subir les conséquences d'une supposée dualité au sommet de l'exécutif entre le président de la République et son Premier ministre candidat? Parce qu'en suivant quand même de très près, on entend les craquements, la dissonance au sein même de l'appareil d'État, au sein même de la majorité. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est leur problème. Ce n'est pas le problème des citoyens sénégalais. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'exercer. Oui. Mais leur problème seulement, c'est eux qui nous dirigent. Non, c'est leur problème. Oui. Ils nous dirigent. On est à 24 jours de l'élection. Tout à fait. C'est leur problème. S'ils ont des problèmes internes, ils n'ont qu'à les régler entre eux. Il ne faut pas qu'on détourne nos textes. Il ne faut pas qu'on détourne nos procédures pour régler des problèmes politiques internes. Oui. Ça, c'est leur problème. Le problème des citoyens sénégalais, c'est d'exercer le droit que leur donne la loi de choisir tous les 5 ans leur président de la République. Oui. C'est ça notre problème. Eux, leur problème, ils n'ont qu'à les régler. Qu'ils aient le courage d'aller les régler entre eux. Oui. Mais qu'ils ne détournent pas les procédures et prennent prétexte de la revendication d'un parti pour transférer leurs problèmes à l'Assemblée nationale. Oui. Si je ne participe pas à l'élection, l'élection se déroulera dans un chaos indestructible. Vous connaissez l'auteur de ces phrases, c'est Ousmane Sonko. Aujourd'hui, au regard du scénario qui se dessine, qu'est-ce qui risque de se passer? Est-ce qu'on va vers un chaos? Puisque Karim Wade semble aussi dire « sans moi le déluge », où est-ce qu'on va? Mais regardons les choses de manière très froide. Oui. Que pèse le PDS? Aux dernières élections, sa coalition, je ne parle pas du PDS, sa coalition, la coalition Wallou, a pesé 450 000 sur un fichier de 7,5 millions. Soyons sérieux. Et puis quand même, attends, il faut qu'on nous respecte. Comment eux pensent qu'ils ont des droits supérieurs
aux droits des 17-18 millions de Sénégalais. Au nom de quoi? Les Sénégalais n'accepteront pas ça. Oui. Ce n'est pas possible qu'un groupe qui a ses droits, qu'on respecte, veuille nous imposer son point de vue. Ce n'est pas acceptable. Mais seulement jusqu'ici, s'ils se sentent lésés, ils ont le droit d'user des voies de recours. Et la commission d'enquête parlementaire est prévue par le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Oui. Personne ne conteste. Moi, je le reconnais ce droit. Oui. Ils l'ont fait. Personne ne conteste le principe. Ils l'ont fait. Ils ont introduit une procédure qui est prévue par le règlement intérieur. Une commission a été montée qui fasse leur enquête. Oui. Il n'y a pas de problème. Mais qu'ils ne nous disent pas que sans la participation de Karim Wade, il n'y aura pas d'élection. Même si on découvre par la suite, parce que je reviens là-dessus, maître Mamada Gueye, si on découvre par la suite qu'il y a d'autres candidats qui ont d'autres nationalités... Mais c'est deux dossiers différents. Ça ne peut pas justifier un report. À aucun moment, pour vous, le Conseil constitutionnel a failli dans sa mission de vérifier tous les dossiers. Non, attendez, je vous le répète. Oui. Le Conseil constitutionnel reçoit une déclaration sur l'honneur qui est faite par la personne elle-même, qui fait sa déclaration, qui la signe. Oui. On ne peut pas demander au Conseil constitutionnel, la loi ne prévoit pas d'aller faire des contrôles sur la base de la déclaration sur l'honneur. Il faut être juste avec le Conseil constitutionnel. Ce n'est qu'à posteriori, comme dans le cas de Karim Wade, quand quelqu'un, un des candidats, attaque, fait une procédure qu'on peut a posteriori, sur la base de documents, faire le constat et en tirer les conséquences. Avant la publication des listes. Exactement. Oui. Quand on regarde également ce qui se passe au fond, c'est comme si la justice, parce que beaucoup parlent, à commencer par le Conseil, dans son communiqué, qui rappelle le principe de la séparation des pouvoirs. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est le législatif et l'exécutif qui utilisent le judiciaire. Qu'est-ce que ça dit de nos institutions? Bon, d'abord, je voudrais dire, me donner l'occasion de le dire, je trouve que le communiqué du Conseil constitutionnel n'était pas opportun. Ah oui. Ce n'est pas son rôle. Le Conseil constitutionnel n'a pas à débattre avec des mouvements politiques qui l'attaquent. Ce n'est pas son rôle. C'était totalement inopportun. Totalement inopportun. Et que dire de la plainte alors déposée par au magistrat Cheikh Ça, c'est personnel. Oui. Il a le droit, en tant que personne, en tant que citoyen, s'il s'estime diffamé de porter plainte, ça, il a le droit. Oui. Je parle du communiqué du Conseil. C'était inopportun. Un Conseil constitutionnel n'a pas à faire un communiqué. La Sénat a fait de même. Non, la Sénat, c'est une entité différente. Tout à fait. Peut communiquer, c'est son rôle. Mais ce n'est pas le rôle du Conseil constitutionnel de communiquer. Aujourd'hui, c'est dommage parce que ça ouvre une forme de polémique entre des composants de la nation et le Conseil constitutionnel. Oui. La loi dit que le Conseil rend cette décision. Toutes les explications sur ces décisions sont dans les décisions. Le Conseil doit s'arrêter à ça. Parce que le Conseil constitutionnel n'est pas une chambre d'écho des tendances de l'opinion, c'est ce que vous voulez dire. Pardon? Le Conseil n'est pas une chambre d'écho des tendances de l'opinion. Ce n'est pas son rôle. Une juridiction, son rôle est de rendre des décisions, c'est tout. Une juridiction doit s'arrêter à ça. Il y a aujourd'hui... Même si sa décision peut être contestée, parce qu'à chaque fois qu'une décision est rendue, il y a des parties qui sont satisfaites, d'autres qui ne sont pas satisfaites. Qui ne sont pas tout à fait. C'est dans la nature des choses. Il y a le cas du candidat Bassirou Diomaye Faye, candidat de l'ex-PASTEF. La mission de l'Union européenne souhaite, au même titre que tous les autres candidats rencontrés, Bassirou Diomaye Faye. La liberté provisoire lui a été refusée, rappelons-le, hier, et il est poursuivi pour outrage à magistrat. Que pensez-vous de son cas, qui est également un cas d'école? C'est un cas d'école, c'est dommage. C'est dommage qu'il ne puisse pas, aller faire campagne. C'est regrettable. L'idéal aurait été qu'il puisse effectivement obtenir une liberté provisoire. Et je l'avais déjà dit ici quand je suis passé. On en avait parlé du cas de Bassirou Diomaye Faye. Aujourd'hui, franchement, rien ne s'oppose à ce qu'il puisse obtenir une liberté provisoire. Surtout dans les conditions actuelles. Et pour les mêmes faits, l'avocat Branco, là. Oui, Juan Branco, qui ne présente aucune garantie de représentation parce qu'il n'habite pas notre pays, il a une liberté provisoire. Parce que Diomaye Faye présente toutes les garanties de représentation et sa mise en liberté ne remet absolument pas, à mon avis, en question la conduite de l'information. Donc il aurait été normal, souhaitable qu'il puisse obtenir la liberté provisoire. Maintenant, si cette décision n'est pas rapportée, il est en prison contre son gré. Il a des droits de candidat. Toutes les dispositions doivent être prises pour qu'il puisse s'exprimer. Parce que là où il est, mais comment on ne va pas ramener la télévision nationale? Si, absolument.
Ah bon? Absolument. On doit ramener les caméras absolument, parce que à Rebeuss pour... il est retenu contre son gré. Oui. Et il a en même temps des droits. On doit absolument prendre toutes les dispositions nécessaires pour lui permettre de s'exprimer. Parce que la loi prévoit que chaque candidat a une équipe de la RTS qui est à sa disposition. Tout à fait. Lui, il est en détention, contre son gré, mais on doit lui permettre de s'exprimer. Puisqu'on le retient là-bas, la CNRA doit prendre toutes les dispositions pour que Bassirou Diomaye Faye puisse s'exprimer. Au même titre que, tous les autres candidats. Que tous les autres. Au moins, parce que s'il ne peut pas faire campagne, au moins ce droit de s'exprimer dans le cadre des déclarations des candidats doit être absolument sauvegardé. Bon, on va parler, Maître Mamadama Gueye, de l'OFNAC qui a été renforcé avec 4 innovations majeures modifiant substantiellement les articles de 10 à 31 de la loi existante. Vous l'avez suivi. D'abord, les membres de l'OFNAC se voient attribuer le pouvoir désormais de garde à vue de 48 heures, renouvelable une fois. L'OFNAC est désormais doté du pouvoir de geler les fonds ou ressources détenues par des individus faisant l'objet d'indices de corruption ou de délits assimilés. Une avancée notable également réside dans la création d'un fonds d'intervention destiné à soutenir les missions de l'OFNAC, et puis une mesure particulièrement frappante qui concerne la publication de la liste des personnes épinglées pour enrichissement. Dans le même temps que le renforcement de ses prérogatives, on a noté que les résultats de l'indice de perception de la corruption 2023 publié par Transparency International montrent que le Sénégal plonge encore dans la zone rouge. Comment appréciez-vous toutes ces mesures? Vous savez, oui. Les textes et les textes. Oui. Je connais très bien l'OFNAC. Oui. Nous nous sommes battus. C'est pour ça que je vous pose la question. Nous nous sommes battus avant 2000. En 2000, le texte de l'OFNAC du président Abdoulaye Wade. Oui. On en a discuté. Le texte de 2012 est le produit du Forum civil. Oui. Les textes, c'est une chose. C'est pas ça qui est décisif. L'OFNAC existe depuis 2000. Ça a servi à quoi? Je suis désolé. Écoute, je veux bien être indulgent, voir ce que ça va donner, mais je suis très réservé, parce que des textes, on en a vu. L'OFNAC, jusqu'à présent, l'OFNAC n'a absolument pas permis de faire reculer d'un iota la corruption. D'un iota la corruption. Voilà, donc ça c'est un constat objectif. Je pense qu'aujourd'hui, faire des textes sur des textes, c'est pas le plus important en matière de lutte contre la corruption. C'est la volonté politique. Mais en renforçant les textes, ça démontre la volonté politique. Ma question, c'est une expression. Dans ce contexte-là, est-ce que cela vise quelqu'un ou pas? Non, je ne pense pas. Mais c'est une simple expression de volonté politique. Bien sûr, la volonté politique, elle doit s'exprimer, elle doit se concrétiser. Elle doit être monitorée. Ce n'est pas le cas ici. La corruption ne s'est jamais aussi bien portée. La corruption et la concussion dans ce pays. Aujourd'hui, il y a une donnée qui est évidente, qui montre à quel point la corruption à très des niveaux. C'est la patrimonialisation de l'administration. Aujourd'hui, l'administration, elle est patrimonialisée. Chacun, dans son espace, utilise ses pouvoirs à des fins d'enrichissement. Aujourd'hui, l'administration publique, elle est patrimonialisée. Nous tous, on le sait. Les questions de fond, il faut les attaquer. Ça veut dire qu'il faut développer une culture d'éthique dans l'administration. La lutte contre la corruption, un des points les plus importants, c'est la prévention. Tout à fait. La sanction, c'est une chose, c'est la prévention. Oui. C'est créer un écosystème éthique avec des règles d'éthique. Regardez aujourd'hui la configuration de l'administration. Dans quelle administration on a un référentiel éthique connu des usagers du service public? J'ai essayé, à l'époque, avec le forum, on a essayé d'aider les administrations à le faire. On a rencontré des fonctionnaires qui ne savaient même pas que dans l'administration, il y avait un code de conduite. Les usagers ne savent pas que dans l'administration, il y a un code de conduite. Tout à fait. Les usagers ne savent pas quand ils sont confrontés à des difficultés, à des faits de corruption, de concussion, à qui s'adresser dans une administration. C'est ce déficit de culture d'éthique qui est le problème. C'est pas les textes, c'est pas la législation. Mais la législation, la preuve. Qu'est-ce que ça a changé? Parce que aller au Rwanda, c'était un cas qui est intéressant. Vous arrivez à l'aéroport, vous entrez dans les administrations, vous sentez tout de suite la volonté politique réelle de lutter contre la corruption,
et l'omniprésence des référentiels éthiques dans les administrations. Ça n'existe pas chez nous. Ici, vous allez dans une administration, on vous impose la concussion. Ouais. Vous refusez, vous n'acceptez pas vos services. Vous n'êtes pas corrompu, vous n'avez pas ce que vous devez obtenir, vous n'obtenez pas ce que vous devez obtenir. Ouais. C'est ça la réalité de notre pays. Il faut qu'on diagnostique ça et qu'on propose des mesures appropriées. Oui. Mais ajouter des textes sur des textes, moi je demande à voir, mais je ne suis pas convaincu. Renforcer la loi, en tout cas le Sénégal reste dans la zone rouge avec un score de 43 sur 100. Aujourd'hui... Le Forum civil, depuis 1994, depuis cette date, la corruption n'a pas évolué dans le bon sens. Tout à fait, on n'a pas vraiment évolué. En tout cas, aujourd'hui, si on regarde que des membres du Conseil constitutionnel, c'est quand même extraordinaire, sont accusés de supposée corruption. Vous qui avez toujours, vous êtes toujours insurgé, on a entendu votre discours et on comprend que vous êtes toujours battu contre la corruption et ces faits gravissimes. Est-ce que vous n'abondez pas quand même dans le sens de l'éclaircissement de cette affaire? Il faut toujours éclaircir, mais moi, il faut respecter les principes. Parce que c'est très grave sur la base d'allégations sans un début de preuve. C'est très dangereux parce que on parle de personnes qui ont leur réputation, leur carrière, leur famille. Absolument. Donc il faut même faire très attention à ne pas trop relayer ces choses. Tout ce qu'ils parlent, sur quoi ils parlent. Sur des paroles, sur des allégations d'un groupe politique qui n'a pas donné la plus petite preuve jusqu'à présent. Le plus petit début de preuve, je ne parle même pas de preuve, le plus petit début de preuve. De corruption. Parce que quand même, c'est extrêmement grave. C'est quand même le paroxysme de la fragilisation de nos institutions. Non, mais c'est pas le le paroxysme de la manipulation des outils de communication au détriment de la réalité des choses. Les problèmes ne sont pas intrinsèquement importants, très souvent. On les fabrique, on les monte. On fait des coups médiatiques. Oui. Le mal, il est déjà fait aujourd'hui dans cette affaire. Dernière question. Qui doit siffler la fin de cette affaire? Est-ce que le président de la République doit prendre la parole et dire stop, on va aux élections le 25 février 2024? Le président de la République, moi, je suis perplexe par rapport à sa position. D'un côté, il a dit aux recalés, les décisions de la Cour du Conseil constitutionnel, il n'y a rien à faire, c'est fini. Il l'aurait répété à Alioune, si j'en crois, Alioune dit qu'il l'a lu ce matin, oui. Mais le président de la République, c'est le patron de l'APR. Et c'est le SEN de l'APR qui a demandé aux députés de l'APR de prêter une attention positive à la requête du PDS. Oui. Et ce sont les députés de l'APR aussi qui s'inscrivent dans cette logique de dire qu'il faut qu'on reporte les élections. Donc je pense qu'il faut que le président clarifie sa position. Une bonne fois. Une bonne fois. En disant, fin de la récréation. On va aux élections. Commission d'enquête, faites votre enquête. On verra les résultats. Et en tout cas, la campagne électorale démarre dimanche à 0h. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Maître Mamad Amegueye, c'était un immense plaisir de vous recevoir. Merci à vous, chers téléspectateurs. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.